Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Alors aujourd'hui dans l'émission, nous allons parler de solidarité et de ces personnes, soit bénévoles, soit qui font partie d'une association, qui viennent en aide aux personnes, soit des personnes démunies, qui ont besoin d'un minimum pour avoir une vie digne, qui ont besoin peut-être de soutien moral, qui ont besoin d'aide au quotidien. Et pour en parler aujourd'hui avec moi, deux personnes. Alors tout d'abord, madame Jawida Chilha, vous êtes fondatrice de Mariés dans le besoin. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, tout le plaisir est pour moi. Merci. Et à vos côtés, monsieur Abdelkader Afaq, vous êtes président de l'association Le Cœur sur la main. Bonsoir et merci d'avoir accepté votre invitation. Pour l'invitation aussi. Merci. Alors, madame Jawida Chilha, votre fondation, c'est Mariés dans le besoin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord qu'est-ce que Mariés dans le besoin exactement ? Eh bien, les mariés dans le besoin, c'est clair, le titre le dit bien. Entre parenthèses, on dit « aidons-les ». Pourquoi ? Parce que, d'une façon globale, le mariage en Algérie est devenu quelque chose de très difficile à gérer, vu les prix, les besoins de la mariée, les besoins du mari aussi. Hein. Ils sont deux, et c'est pas une mariée, c'est des mariés, c'est filles et garçons. Donc, le garçon doit préparer sa partie, sa maison. La mariée aussi, dans notre culture, est censée emporter des choses avec elle, se préparer, préparer son mariage, se faire belle, louer sa robe blanche ou l'acheter, etc. Donc, au fur et à mesure des événements, n'est-ce pas, j'ai toujours pensé qu'il ne pouvait pas être difficile d'aider une mariée si toutes celles qui sont passées par là pouvaient, par exemple, prêter leur robe ou fournir des trousseaux qui ne leur vont pas. Oui. Hein, parce que généralement, les filles, dès qu'elles se marient, prennent un petit peu de poids, etc. Et elles peuvent donc donner. Donner, c'est ça. Oui, voilà. Très bien, très bien. Et donc, monsieur Abdelkader Afaq, vous êtes le président de l'association Le Cœur sur la main. Parlez-nous un peu de votre association. C'est une association qui a déjà existé sur Facebook, c'était depuis 2012. Oui. Et on a travaillé, enfin on a fait dans le Manitel pendant 4 ans, c'est-à-dire en étant juste un groupe sur Facebook. Donc bénévole tout simplement avant de devenir une association. Avant de devenir une association. L'association a été créée en 2016 et c'est pour un petit peu capitaliser sur tout le travail associatif qui a été fait pour qu'il ne se perde pas. C'est ça le problème des groupes qu'il y a sur Facebook, des collectifs qu'il y a sur Facebook. C'est un travail extraordinaire qu'ils font, mais c'est généralement des collectifs qui vont disparaître dans quelques temps. C'est-à-dire tout le travail qui a été fait par ces jeunes et par ces bénévoles, il va disparaître, on n'en trouvera plus de traces. C'est pour ça que les gens doivent passer à des organisations structurées, encadrées, pour que ce travail-là puisse continuer avec d'autres jeunes, avec d'autres bénévoles. Et c'est ça, c'est de la perpétuité, d'être perpétuelle et permettre à l'action de solidarité de trouver tout son essor. Hein, trouver son essor. Et un État moderne ne peut pas fonctionner qu'avec des organisations modernes, dans le sens le plus large possible. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites au juste toute aide possible pour les personnes démunies. La différence entre nous et les autres associations, peut-être d'autres associations, c'est que nous, on fait dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en charge beaucoup de familles, on prend un nombre un petit peu déterminé par rapport aux moyens, et on les accompagne pendant une année. C'est les mêmes familles qui prennent les denrées alimentaires, c'est les mêmes familles qui ont les trousseaux scolaires, c'est les mêmes familles à qui on peut encore aider sur le plan médical, la prise en charge de santé, ce qui va permettre à ces familles de faire des économies pendant une année. Pour pouvoir un peu s'en sortir. Peut-être plus à l'aise financièrement pour aborder la deuxième année. Et peut-être la troisième année, ils n'auront plus besoin de la charité ou de la bienfaisance des autres, ils seront autonomes. C'est ça, la solidarité. La solidarité, c'est de permettre aux gens qui sont dans le besoin de ne plus avoir besoin de s'en sortir. De s'en sortir. C'est ça. Très bien. La solidarité dans le sens le plus large. Je vous invite justement maintenant à suivre un reportage sur une association justement préparée par notre journaliste Leila Djibour.
Engagés depuis de nombreuses années sur le terrain pour améliorer le quotidien des orphelins et des enfants malades à travers tout le pays. Les membres de Piété et Bienfaisance nous ont ouvert les portes de l'association. Bienvenue au niveau de notre siège situé à Kouba. Donc c'est l'association Piété et Bienfaisance. Pour ceux qui ne connaissent pas notre association, on s'occupe essentiellement et au courant de l'année des enfants malades, des orphelins, des prises en charge aussi au niveau des maisons de retraite. Avec le corona, c'était pas évident, mais bon, on essaie de faire de notre mieux aussi. Œuvrer au bien-être et à l'épanouissement physique et mental des enfants, c'est une mission pour cette association. Au courant de notre route, on rencontre aussi d'autres cas. On essaie aussi de faire de notre mieux pour pouvoir les aider, pour pouvoir apporter leur soutien. Parmi les autres buts de l'association, apporter une aide matérielle et morale aux familles dans le besoin. Pour cela, les réseaux sociaux jouent un rôle primordial pour les appels aux dons. Je suis la responsable des réseaux sociaux de l'association Piété Bienfaisance. Ma fonction est de partager et publier sur nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook. Je suis en train de distribuer les denrées alimentaires, les vêtements et tout. Comme vous voyez, nous sommes en train de préparer des cartons qui vont partir à Boussaada. Nous visons 50 familles nécessiteuses qui n'ont vraiment rien. Tout ce qui est vaisselle, vêtements, denrées alimentaires, literie, ventilateurs, électroménager, télévision, frigidaire, tout. Nous avons besoin de vraiment tout. Ils ont besoin de tout. Nous partageons une publication sur nos réseaux sociaux. Nous faisons des appels aux dons. Et généralement, nous recevons des messages, des appels, des gens qui veulent aider, qui nous contactent pour venir et participer avec nous. La réalisation des diverses actions ne serait pas envisageable sans l'aide des bénévoles très impliqués, comme c'est le cas de ce donateur. حتى في الفيسبوك جيتي اون تران دو كما يقول لك كنت نشاطي هكذا في الفيسبوك شفتهم جي لي كونتاكتي ومن بعد عرفت باللي راح يسربيو جابوا دي تريك ما سحقيتهمش في الدار يقدروا يستعملوهم جو بريفير نمدهم ولي نروح نبيعهم هذا مكان. Tous ces efforts consentis permettront aux bénévoles de préparer leur prochain déplacement pour Boussaada, où se poursuivra leur mission. Et voilà, c'était Piété et Bienfaisance. Eux, ils activent aussi sur les réseaux sociaux, c'est magnifique, oui. Donc vous aussi, donc vous êtes un groupe bénévole surtout, et vous êtes surtout aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Facebook, vous avez un groupe sur Facebook. Tout à fait. Voilà, c'est à travers Facebook que vous arrivez à donner vos annonces, enfin à faire passer vos annonces et faire vos demandes. Oui, si je n'avais pas utilisé Facebook, je crois que l'association ne se serait pas développée au point d'avoir autant de dons. Je ne dis pas que j'ai énormément de dons, mais je dirais, alhamdoulilah, je reçois assez de dons pour pouvoir aider les mariés. Il n'y en a pas une qui est sortie sans, disons, les affaires dont elle avait elle-même besoin. Très bien. Voilà. Et donc, comment ça a commencé? C'était au départ, voilà, on s'est dit, on va aider des mariés dans le besoin. Parce qu'au début, c'était un petit peu la déperdition. On aidait les malades, on aidait les enfants, les couches, etc. Puis un jour, on s'est dit, il faudrait qu'on suive un seul créneau, celui qu'on connaît bien, celui des mariés. On aime ça. En plus, je ne vous dis pas, je suis tellement sensible que je n'arrive plus à aller aux hôpitaux voir les malades. Je me suis dit, je vais travailler dans le bonheur. Je vais aider, mais dans le bonheur et dans la joie. Voilà, ça c'est mon choix. Et donc, avec des copines, on s'est dit, tiens, mais comment se rencontrer, où se retrouver, etc. La place, la meilleure place, n'est-ce pas?
c'est Facebook. Oui. C'est d'ouvrir un tout petit groupe où on pourrait nous-mêmes se rencontrer, le petit groupe de bénévoles. Bon, ensuite est venu le problème des dons. Comment avoir des dons? On s'est dit, il faut élargir. Donc, il faudrait partager un petit peu, partager dans les autres groupes pour se faire connaître. Et c'est comme ça que c'est venu depuis 2014, doucement, doucement, bon, en sélectionnant bien sûr les membres dans lesquels on n'accepte pas d'hommes pour des convenances très pratiques et personnelles. Donc, on a réussi à avoir 6500 membres et ça continue comme ça se développe. Et par la même occasion, d'autres gens étaient intéressés d'ouvrir des groupes comme ça dans les autres wilayas. Et c'était un petit peu mon projet, mon projet, disons, un petit peu de société. C'était cette solidarité, justement, que je voulais étendre à travers toutes les wilayas d'Algérie. Oui, sur tout le territoire. Et donc, maintenant, nous sommes à 7 groupes. Nous avons Béchar, Oran, Timimoun, Bouira, Ruiba, Tipaza. Voilà, il y a 7 groupes qui Vous êtes activent. en contact, tous les Nous 7? sommes en contact. Vous les retrouverez sur Facebook en cliquant Mariés dans le besoin et vous avez la série. Et ça continue. C'est ça mon idée, c'est d'étendre ce concept dans toutes les wilayas, sinon dans toutes les communes. Hein. Voilà. Pour que chaque fille qui a besoin d'être aidée puisse trouver une adresse, un lieu où elle pourrait compléter, ma foi. Oui, son trousseau, parce que c'est pas évident, c'est clair, de préparer tout un trousseau. On a besoin de tellement de choses. C'est une nouvelle vie qu'on commence à deux et il y a Texaha, tout simplement. C'est pas évident, c'est clair que c'est pas évident. Pour des personnes normales déjà, enfin, pour des personnes qui ont les moyens, on va dire. C'est déjà pas évident, il faut... C'est toute une préparation. Exactement, c'est toute une préparation. Alors pour des personnes dans le besoin, c'est encore plus compliqué, je pense. Oui. Ah oui, vraiment. Vous avez des gens, vous savez, qui sont déjà engagés, qui sont fiancés, etc., mais qui ne savent même pas par quoi commencer. C'est à peine s'ils ont un gîte, une pièce ou 2 pièces ou une petite location, et il faut pouvoir gérer le reste. Donc, ce n'est pas forcément le mariage, mais c'est plutôt la préparation des cérémonies communes et aussi de meubler le lieu où le couple est appelé à vivre. Très bien. Voilà. Et aussi les mariés qui sont déjà passés par ça, comme vous l'avez dit au début, les mariés qui sont déjà passés par là, qui ont peut-être des tenues qui ne leur vont plus, les tzadrobihom par exemple. Parce il y a beaucoup de donateurs. Il n'y a pas uniquement les personnes qui se débarrassent, disons, plus ou moins de leurs habits. Façon de parler entre guillemets. Hein. On ne doit pas s'en débarrasser, on doit les offrir et c'est très gentil. Mais beaucoup de magasins de location, par exemple, n'est-ce pas, hein, qui ont parfois un surplus et qui me donnent des choses merveilleuses, telles que des robes blanches, de grands couturiers aussi, n'est-ce pas, qui aussi ont du surplus et qui veulent faire du bien aussi, non, mais qui veulent faire du bien. Qui veulent donner, qui ont compris que la difficulté est là, c'est que la mariée a du mal à se payer des tenues traditionnelles, par exemple. C'est des tenues qui coûtent aussi assez cher, les tenues traditionnelles. Voilà. Donc ça facilite quand on leur prête et qu'elles doivent les rendre, n'est-ce pas? Ça, c'est des prêts. Parfois, c'est des dons, carrément, et parfois, c'est des prêts de façon à gérer la tzedera ou ensuite, elles les rendent. Par contre, les trousseaux, non, c'est des dons. Et il y a un peu de tout, mais la mariée, disons qu'il faut des choses un peu spécifiques et en bon état et neuf, etc. Voilà. Très bien. Donc, et vous, M. Abdelkader Afek, votre association, comment est née votre association? L'association est née justement de l'esprit que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire comment être dans l'accompagnement, la solidarité. C'est vrai qu'il faut apporter de l'urgence quand il faut apporter de l'urgence. Mais après, il faut passer à autre chose. Comment ces familles... on peut les aider de telle manière qu'ils n'auront plus besoin de nous. On en fait tout le temps des campagnes de solidarité. On en fait chaque année, des centaines de caravanes partent au sud. Ils vont tenir combien ces gens-là avec les dons qu'on apporte? Ils vont tenir combien? 1 mois? 2 mois? Ce n'est pas inépuisable, c'est clair. Dans 2 mois, on va encore refaire la même opération de charité de bienfaisance. Sinon, il faut réfléchir à des projets constructeurs.
au niveau de ces gens-là, au niveau, en tous les cas, de ces femmes, enfin, des régions qu'on aide, il y a des gens qui peuvent travailler. Il y a des gens qui ne demandent que travailler. J'ai passé, moi, il y a longtemps, dans des régions subsahariennes, il y a des femmes qui tissent des tapis, de beaux tapis. Oui. Et ils les vendent à des prix dérisoires. Ces mêmes tapis se retrouvent à Télémélé à 150 000 dinars. Oui. Est-ce que vous les accompagnez, vous, justement? Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas vendre leurs tapis au juste prix? C'est-à-dire, pourquoi ne pas organiser, par exemple, toutes les associations, ou les associations qui font dans la solidarité, peuvent organiser des salons d'exposition où ils peuvent ramener ces gens-là, déjà les ramener, pour qu'ils puissent vendre leurs tapis et vendre leurs tapis au juste prix. Pourquoi ces inégalités justement qu'il y a dans la société? Ces gens-là qui sont là-bas au niveau du Sud et qui vendent peut-être 5 ou 3 tapis par an, pourquoi l'État, les autorités ne pensent pas à prendre une décision sage et hautement significative? Que tous les hôtels au niveau de l'Algérie ne doivent s'équiper que de tapis traditionnels faits par ses mains. Et c'est des centaines de familles qu'on sauvera. Aujourd'hui, la solidarité, ce n'est pas d'apporter que de la bienfaisance, c'est-à-dire, ce n'est pas pour alléger des consciences ou se dire, justement, bon, quels sont les appels aux dons que vous faites justement dans votre association? Généralement, c'est-à-dire, on répond déjà rapidement aux besoins qu'il y a, c'est très important. Puis après, il faut aider les gens à... Comment vous les accompagnez, ces gens, justement? Parce que vous faites aussi de l'accompagnement, vous suivez bien sûr. Par exemple, cette famille, vous la suivez... Aider les gens à faire comprendre, déjà, pour certains, pour certaines familles, à faire comprendre l'homme que la femme, elle doit aussi travailler. Donc si tu ne veux pas qu'elle travaille dehors, elle peut faire un travail au niveau de la maison. C'est-à-dire comment cette femme peut aussi participer dans le côté financier par rapport à la famille. Donc c'est déjà une famille que tu sauves. Si elle a des enfants, qui peuvent, enfin des jeunes qui ne travaillent plus, mais les aider à trouver un travail peut-être, un travail, aider le monsieur à trouver peut-être un deuxième boulot, même s'il peut le faire. Et c'est de cette manière qu'on peut accompagner des familles pour qu'ils ne soient plus dans le besoin. Et moi, généralement, c'est ça la solidarité pour moi. C'est-à-dire comment construire des projets, avoir des... Et est-ce que vous avez par exemple de l'aide de la communauté algérienne qui est établie à l'étranger? Est-ce que vous êtes en contact avec? Quel type d'aide vous recevez? Non, il y a des gens qui aident de l'extérieur. Il y a simplement les formalités administratives tellement compliquées pour que les gens puissent envoyer de l'argent à des associations ici en Algérie. C'est très difficile. Mais quand on veut, on peut, hein. Tout est possible. On le fait à travers... moi, je n'accepte pas qu'on me donne de l'euro. Moi, c'est pas moi qui irai au square changer. C'est contraire à la loi, c'est contraire au principe que je défends. Donc je demande aux gens de m'envoyer l'argent à travers Western Union, toute chose officielle. J'ai une traçabilité. Très bien, très bien. Et vous, Madame Chelha? Avec l'étranger? Oui, avec l'étranger. Est-ce que vous êtes... Il y a la communauté algérienne à l'étranger? Nos sœurs à l'étranger, nos amis sont très, très, très partants. Ils sont au contraire très contents de pouvoir faire quelque chose avec les habits qui sont à la maison de trop ou avec lesquels ils peuvent apporter quelque chose à ces gens-là, n'est-ce pas? Donc j'ai reçu pas mal de choses, pas mal de tenues de soirée, des habits, un peu d'argent, pas beaucoup, des gens qui veulent comme ça faire un geste. Quoi encore? Quelques accessoires, des choses pour faire plaisir aux mariés. Mais vraiment les gens sont très très partants et très très solidaires. Au moment, bien sûr avant l'apparition de la maladie, la COVID, les gens avaient la possibilité de venir en vacances et donc chaque fois qu'ils venaient, il y avait ce petit quota pour les maris et ça leur faisait vraiment plaisir de venir déposer chez moi et
se retrouver, en parler. Il n'y a pas ça, il y a aussi la convivialité, Oui. vous voyez, la convivialité. C'est aussi passer un moment avec vous, avec peut-être les mariés aussi. Oui, les voir parfois. Les voir, oui. Et comme disait mon frère Kader, je dis bien mon frère parce que nous sommes aussi solidaires entre nous. Oui. On se passe des choses. Quand il a du surplus, il m'en donne. Oui, Et très vice-versa. Et donc, voilà. Et Oui. puis, le côté psychologique, le côté accompagnement existe finalement un peu partout. Oui. Je Bah, viens de m'en rendre compte et je le fais pas, c'est par engagement naturel. Mais l'Algérien est connu aussi pour son Oui. élan de solidarité. On est connu pour ça, nous, les Oui, Algériens. mais je parle aussi. de l'accompagnement, Oui. c'est-à-dire qu'on n'est pas. Certains gens ne se sentent pas obligés d'accompagner les gens. Hein? Qal, ils sont dans le besoin. Je vais leur donner des aliments pour le ramadan. Je vais leur donner des Mais ils n'ont habits pas pour besoin que l'Aïd. de ça. Mais Ils ont besoin il n'y a de- pas que oui, ça, comme de on dit. présence. Voilà. Et cette présence, personnellement, je l'offre à ces jeunes mariées parce que très souvent, elles ont besoin de conseils. Oui. Pas pour gérer le mariage. Hein, je le fais à partir du mariage et plus. C'est-à-dire l'union, comment préserver l'union, comment perdurer dans le mariage, comment préserver son foyer. Vous les conseillez. Je donne tous les conseils qu'il faut. Je fais comme si c'était vraiment mes Ça, propres enfants. C'est l'accompagnement. Oui. Oui, je profite C'est important aussi. de mon expérience avec mes propres enfants pour leur donner des conseils, Et vous prodiguer des conseils. Mais c'est très Voilà. important l'accompagnement aussi. Bien sûr, mais bien sûr. C'est Peut-être très parmi important. ces mariés-là, d'ici une année, là, on aura besoin d'aide. Autrement, elle viendra vers. Elles vers Ouida. reviennent va pour les revenir trousseaux vers de Ouida. bébés. Oui. Vous aidez aussi pour les trousseaux Oui, de bébés. Vous parfois répondez j'aide, toujours oui. présente. Oui, parfois j'aide. Est-ce que la crise sanitaire qu'on est en train de passer là en ce moment, est-ce que ça a influé sur vos activités? Beaucoup. Pas du tout. Pas du tout, personnellement. Je ne le cache pas. J'ai toujours Ça a- travaillé avec les mesures de distanciation, un peu avec la crainte, mais je n'ai jamais pu refuser de l'aide à une mariée dans cette période quand il fallait qu'elle aille se marier. Bon, bien sûr, elles ont demandé le minimum, vu que les fêtes se sont un petit Oui. peu... elles ont Restrictions diminué. sanitaires. Le besoin est resté le même, d'accord? Et donc, j'ai continué à aider. J'ai pris un petit peu ce risque-là. On m'a un petit peu fait ce reproche. Mais je leur ai dit, je ne sais pas si je suis tendre ou cette solidarité dont je ne peux pas me passer. Je les ai toujours aidés. On n'a pas arrêté. L'été dernier, hein, du moins l'été dernier et cet été aussi. D'accord. C'est tout le monde qui a pris des risques. Moi, je dis Et on a aux vu gens, aussi, même sur les pages Facebook et tout ça, tout le monde était solidaire, même en temps de pandémie. Tout le monde essayait d'aider mais comme il pouvait, c'est parce la que même beaucoup de chose personnes se sont quand retrouvées tu as dans le eu besoin. quand il y a eu les inondations à Bab el Oued Oui. ou le tremblement Les de tremblements de terre, Bouglades, oui. les gens ont intervenu au moment où il y avait aussi des répliques. Oui. Le sens de la solidarité, le sens du don de soi ne répond pas à ces contraintes objectives. Oui. Mais les gens, bien sûr, les médecins ont pris autant de risques pour nous. Hein. Tout à fait. Les pompiers ont pris de risques pour nous, les services de sécurité, les agents de... Tout le monde a pris. Mais c'est ça, un peuple qui se met en marche parce qu'il y a un danger, il y a du travail. Moi, je trouve que c'est un engagement. C'est un engagement de la C'est société. un engagement moral quand on décide de gérer ce type d'activité. C'est pour se dire, je dois être disponible. Je ne peux pas refuser sous prétexte Sous qu'il y a prétexte tel et tel danger. Nous bravons le danger, bien sûr, avec un minimum de précautions. Mais l'engagement reste... moi, on a beau me dire, tu es fatigué, le Covid, fais attention, etc. Je Mais ne on me peut suis pas. jamais On arrêtée. peut pas On arrêter. ne peut pas, c'est Quand tu moral. C'est important. Et puis, il y a des vies qui dépendent Oui. de ça. Quand il y a eu le Covid, il n'y a pas simplement la crise sanitaire, mais il y a eu aussi la crise économique beaucoup et de- sociale. Il y a des même gens beaucoup qui de ont personnes perdu, qui ont perdu leur leur travail. travail, Il y a des oui. gens qui se sont retrouvés Sans rien du jour au sans rien lendemain. du tout. Donc, Il fallait ces ne gens-là, serait-ce que les plus proches. on en fait quoi?
Maintenant, d'après les questions, on peut les poser après, quand tout disparaîtra, et on fera le bilan justement de cette période, et on en sortira avec les conclusions. Il y a eu quand même un important mais au élan de moment de la solidarité, crise, alhamdoulilah, tu ne te poses pas des questions, tu te dis, bon, il y a des familles qui sont dans le besoin, on les aide, et après, on en a fait pendant. La dernière chose qu'on en a fait par rapport au Covid, c'était se doter de concentrateurs d'oxygène. C'était pendant la deuxième vague. On s'est dit, bon, il y a des gens qui peuvent se payer un concentrateur d'oxygène. Ils ont de l'argent, pas de problème. Une société, elle est faite de ça. Mais il y avait aussi des familles qui ne pouvaient pas. Et la location est arrivée à des prix exorbitants, c'est clair. Mais on a vu des gens qui quand même faisaient des dons, qui quand même essayaient de louer ce genre d'appareil pour d'autres personnes. Donc notre association s'est dotée de 20 concentrateurs d'oxygène. Très bien. Donc pour permettre à des familles peut-être qui n'en ont pas besoin. Oui. Encore une fois, on revient aux réseaux sociaux. Oui. Tout ça, on est au courant comme ça, en ayant des liens avec les partenaires, avec les gens, etc. Donc, lorsque, par exemple, moi, je n'ai pas une activité comme la mienne, je ne fais pas de mariée, je sens qu'il y a un besoin au niveau des concentrateurs ou alors carrément pour aider une personne qui est dans le besoin, qui a besoin de s'alimenter ou même un minimum, on agit. On agit, on ne peut pas s'arrêter. Là où il y a quelque chose à faire, on le fait, n'est-ce pas? On ne se concentre pas sur une seule activité. Mais justement, on essaie de toucher à tout. Très bien, j'imagine. C'est inné. Très bien. Et justement, on va parler, c'est bientôt l'Aïd, l'Aïd al-Adha. Est-ce que justement, il y a une action par rapport à ça? Qu'est-ce que vous allez faire au juste? Il y a des personnes qui peuvent peut-être pas se payer, on ne va pas dire un mouton ou un minimum quand même pour bien passer les fêtes. Est-ce que vous avez... Personnellement, je n'ai jamais touché à ça. Je l'ai fait une fois, puis je me suis dit non, ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Moi aussi, je me dis que ce n'est pas une nécessité par rapport absolue. au sens général. Oui. Mais je me disais, bon, si j'offre un mouton à une famille qui coûte 50 000 dinars, ils vont le bouffer en une semaine. Avec les 50 000 dinars, je leur offre une machine à coudre, je leur offre... Mais il y a aussi quand même aussi des personnes qui offrent... Après, les personnes peuvent venir me dire, bon, j'ai un mouton à offrir, trouve-moi une famille, je lui trouve la famille, et c'est lui. Vous faites le lien, par exemple, si une personne vient vous voir, vous dit, voilà, trouvez-moi une famille pour oui, c'est les gens... Il y a d'autres associations qui font ça, donc s'il y a un besoin exprimé au niveau de mon association, j'appelle les associations qui font ce travail-là. Parce que ça demande une logistique, ça demande tout un travail et les associations ne l'ont pas. Moi j'ai un local qui ne dépasse pas les 20 mètres carrés où je peux... Donc c'est toute une gestion, donc même si wahdo qui dit نعطي لك 100 نكبش. Oui, d'accord. Tu veux que je les mette les sommes-motons? Vous pouvez en tout cas les mettre en contact avec les associations qui s'occupent de ce genre de choses. Vous restez quand même en lien ensemble. C'est ça en fait. Si on a la possibilité par exemple d'avoir à côté de soi, dans l'entourage immédiat, est-ce que c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a dit. Moi si j'ai des gens vraiment dans le besoin à côté de chez moi, et si je vois qu'il y a d'autres associations qui ont la possibilité d'offrir des moutons, je peux par exemple demander 2-3 moutons, que la personne aille les chercher. Pas de logistique chez moi, je n'ai pas de place, mais il y a toujours cette petite solidarité qui se fait. Pourquoi moi je vais m'en occuper de ça, or qu'il y a des associations qui battent pour ne pas piétiner sur le travail des autres. Par exemple, moi je ne fais pas ce que Jawed a fait. Mais vous lui parce que je sais que les Jaweda elle fait. Il m'a donné mais quand par exemple moi les gens me ramènent des vêtements, enfin je fais des collectes de vêtements tout le long de l'année, donc j'ai des quotas et des quotas de vêtements. Donc vous transmettez... Quand je fais le trait, quand je tombe sur des vêtements destinés aux mariés, je les donne à Jaweda, je lui dis bon c'est ton train. Ça fait longtemps que tu ne m'en as pas donné. Parce que ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas ramené. Ça fait la crise Covid. La touche humoristique à bon entendeur en tout cas. Stopper.
Voilà, en tout cas, à bon entendeur, si quelqu'un veut justement vous contacter, on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, sur Oui. Mariés dans le besoin, Mariés et ES dans le besoin, aidons-les. Le symbole, l'image, c'est un livre, le Coran avec deux mains, celui Oui. de la mariée et celui du mari, l'union. pour connaître Jawida. Mais encore, il y en D'accord. a d'autres à travers les wilayas. Très bien. Voilà tout simplement. Très bien, merci encore. C'est Madame Jawida Chilha, fondatrice de Mariés dans le besoin. Merci encore d'avoir participé. Et Monsieur Abdelkader Afer, président de l'association Le Cœur sur la main, merci encore. On vous retrouve aussi sur Facebook. Sur Facebook, il y a aussi Très bien. la page. Merci encore d'avoir participé. Merci Plaisir à vous pour partagé. l'invitation aussi. Merci. Et tout de suite, nous passons à la rubrique Conseils pratiques. Et place maintenant à la rubrique Conseils pratiques avec Dr Fatiha Idir. Vous êtes généraliste. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'intoxication alimentaire. Oui, l'intoxication, ou plus exactement, infection alimentaire. D'accord, très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une intoxication alimentaire? C'est l'ingestion d'aliments souillés par un microbe, un parasite, un champignon, un poison. L'aliment peut être solide ou liquide. Ça pourrait être même avec de l'eau. De l'eau. Voilà. Contaminée. Donc oui. c'est très varié. Les germes, bon, on a différents types de germes, mais les plus fréquents, c'est la salmonelle, le staphylocoque doré et les Escherichia coli. C'est les plus fréquents dans l'implication lors de l'infection alimentaire. D'accord. Est-ce qu'une intoxication alimentaire est grave et est-ce qu'elle peut mener au décès? Très rarement, mais c'est possible. Quand le germe responsable donne une infection neurologique. Voilà. C'est vraiment rare, mais c'est possible. On peut même avoir une insuffisance rénale aiguë. Et voilà, c'est les cas, mais ça reste rare. Mais possible. Mais possible. Voilà. Alors quels sont les symptômes justement d'une intoxication? Comment reconnaître qu'on a une intoxication alimentaire? C'est très simple, on va le dire directement. Ben oui, on va le dire. Sans gêne. Oui, sans gêne. Donc c'est la diarrhée, oui. Les vomissements, douleurs abdominales. En général, c'est les trois signes qui alertent. Voilà. Qui alertent. Voilà, ça commence par des douleurs abdominales, une diarrhée, des vomissements. En général, ça passe au bout de 24-48 heures. Mais c'est la persistance qui devrait inquiéter. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu dès qu'on voit qu'on a une intoxication alimentaire? Normalement, il faut prendre beaucoup d'eau. C'est tout. Se réhydrater, forcément, parce qu'on perd beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que le germe responsable va donner une diarrhée importante avec des vomissements. Et ça va passer au bout de 12, 24 heures, 48 heures, ça va passer. Et que la personne, en prenant de l'eau tout simplement, ça va rentrer dans l'ordre. Sauf s'il y a des douleurs abdominales très intenses qui nécessitent l'adjonction de médicaments. Oui. Là, il faudrait qu'elle prenne du Spasfon ou du paracétamol et ça va passer. Mais en général, les gens consultent. Ils viennent à notre consultation, des apparitions de fièvre, des apparitions de vomissements ou de douleurs abdominales, diarrhée. Voilà. Donc ils viennent consulter et on les prend en charge tout simplement. C'est très fréquent. Surtout quand vous avez dit tout à l'heure, en aparté, on parlait tout à l'heure, en été. Est-ce que c'est vrai c'est en été qu'on a le plus d'intoxication alimentaire? Oui. Pourquoi? Parce que la salmonelle va se multiplier plus facilement parce que la température est là et donc la multiplication des bactéries, voilà, ça va donner se fait plus facilement. Plus facilement. En hiver, pour que la température, il faudrait qu'il y ait une température élevée. Donc c'est pour ça que ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent en hiver. Il faut beaucoup plus de temps pour que les bactéries se multiplient et pour avoir...
Voilà, parce que quand c'est congelé, on fait sortir les aliments par exemple. Justement, j'allais y arriver. Voilà. Comment éviter, d'attraper une intoxication alimentaire. Exactement. Par exemple, pour les aliments congelés, comme vous avez dit, recongeler quelque chose qu'on a décongelé. Voilà, on est déjà arrivé là. Donc, il faut jamais, ils disent qu'il ne faut jamais congeler les aliments décongelés. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une prolifération des germes, parce qu'on va les laisser, il fait chaud en été, il va faire chaud. Dès la sortie du congélateur, ça va mettre moins de temps à se décongeler. Donc, la prolifération va se faire rapidement. Ils vont laisser l'aliment sur un endroit, ils vont disons 4 heures, 5 heures, et oublier. Après, on le recongèle. Donc, les germes ont eu tout le temps de se multiplier. Et ça va donner, après, quand on le fait sortir Les germes sont déjà présents, donc ils se réveillent, quoi. On va les endormir. Ils se réveillent, ils se multiplient. Après, quand on le congèle, ils ne sont pas détruits par le Ils sont froid. endormis, on va dire. Voilà, ils vont être congelés. Ils attendent leur réveil. Voilà. Après, ils se réveillent, ils vont faire les dégâts. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien. On va arriver aussi maintenant là, comment se préserver de ça. Il faut bien cuire l'aliment. D'accord. Aussi, il y a aussi une autre façon de contaminer. Par exemple, quand on prend le couteau ou on le met sur la plaque pour couper. Oui. Le fait, par exemple, de mettre sur la plaque et couper avec le couteau et réutiliser ces ustensiles pour couper autre chose sans les laver, on va contaminer. Contaminer autre chose. Voilà, on va contaminer avec. Donc il faut toujours, quand on coupe... Quand on découpe de la viande ou du poulet ou autre chose, bien sûr on lave ses ustensiles avant de découper des légumes. Toujours, c'est très important. C'est très important. Par rapport aux conserves, par exemple, déjà. Les conserves, c'est autre chose. Le botulisme, quand on voit une boîte enflée, il faut pas l'utiliser, il faut la jeter. Ou une conserve entamée qu'on laisse au réfrigérateur, par exemple du maïs ou autre chose. Là, on ne parle pas de cas de botulisme. C'est une prolifération. Mais les conserves enflées. Oui, les conserves, c'est encore plus dangereux et c'est mortel. Là, c'est mortel. D'accord. Voilà, parce que le botulisme, c'est autre chose. Oui. Voilà. Comme vous avez dit, là, une conserve, on la garde. Normalement, quand on ouvre une conserve, le contenu, on doit le verser dans un bocal qui est hermétiquement fermé et on le met au réfrigérateur. Ne jamais garder le contenu de la conserve dans la boîte. Voilà, dans la boîte. Il faut pas la conserver dans la boîte. Il faut la transvaser et la mettre au réfrigérateur. Par exemple, prendre ces aliments. C'est la période estivale, on va à la plage. Prendre à manger à la plage, c'est ce qu'on fait. Oui. On va y passer la journée, donc on prend son déjeuner avec soi. Donc normalement, on doit le conserver dans un récipient froid et le manger et éviter qu'il y ait le contact entre un aliment et un autre. Toujours bien fermer les aliments et normalement, ça se passe toujours bien, normalement. Mais des fois, quand on prend un aliment à la source contaminé, on contamine avec les autres aliments, après ça va être la catastrophe. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des aliments de chez soi, faire ses propres sandwichs à la maison, on va dire. Parce qu'on sait ce que nous avons préparé, mais même à la maison, il faudrait qu'on soit à cheval. Bien sûr. Il faudrait qu'on soit à cheval sur se laver les mains. Bien sûr, c'est très important. Le premier geste, c'est de se laver les mains et commencer à préparer, laver les légumes. La viande, aussi la viande par exemple de poulet et la viande de bœuf ou il ne faut jamais les mettre l'un à côté de l'autre parce que la viande de poulet, on trouve souvent de la salmonelle qui existe normalement. Mais donc quand on la coupe et on va couper les autres, donc on va contaminer. On va contaminer, on les cuit pas. Peut-être qu'il y a des gens qui les préfèrent saignants. Donc voilà, et ça va aboutir à une intoxication alimentaire. Très bien. Voilà. Donc se nettoyer les mains, nettoyer son plan de travail, bien laver les légumes. Très important. Les fruits et les légumes. Ils peuvent être contaminés par des milliers de contaminants qui pourraient être je sais pas, des poisons. On utilise du DDT pour les fruits et les légumes. Oui,
Oui, c'est pour ça qu'il faut bien laver les fruits et les légumes, parce que même, même quand on les achète à l'extérieur, ils sont exposés à l'extérieur. Donc beaucoup de personnes passent et touchent. Voilà, exactement. Prendre une pomme, un fruit ou autre chose, donc on risque de se contaminer quand même. De contaminer. Donc en les achetant, les mettre, bien sûr, il faut bien les emballer, les faire rentrer à la maison, les laver, les mettre au frigo ou sur la table, les aliments qui ne se détériorent pas. Oui. Et... Est-ce qu'on lave les fruits et légumes avec du vinaigre, par exemple? On voit souvent ce genre de conseils. Pourquoi pas? Même mettre 2 gouttes d'eau de Javel dans de l'eau, les laisser dans l'eau pendant 10 minutes, les retirer, les essuyer et les placer. Et normalement, on a détruit les germes comme ça. Très bien. Voilà. Donc, et par rapport justement, quand on va manger au restaurant, par exemple, ou on va manger en extérieur, à quoi on pourrait faire attention pour éviter l'intoxication? Il y a le goût, c'est très important. Quand on mange, on devrait être, notre attention doit être attirée par le goût des aliments. Quand on sent qu'il y a un aliment qui n'a pas le goût habituel, il faudrait attirer l'attention du serveur ou du restaurateur pour lui dire que c'est un aliment qui vous paraît pas normal. Et le changer. Bien sûr. Normalement, c'est ça. J'ai vu aussi un conseil, je ne sais pas si vous allez me confirmer ou pas, j'ai vu un conseil sur Facebook qui tourne pas mal ces derniers temps sur Facebook pour les poulets rôtis, par exemple, qu'on achète en extérieur. Il y a des personnes qui achètent ces poulets rôtis. Donc, sur la page, on nous conseillait d'éviter d'acheter les poulets rôtis chez les personnes qui mettaient à cuire les poulets crus parce que ça fait, dessus sur les poulets cuits qui sont en bas. C'est normal. Voilà. C'est quoi? C'est la contamination de proche en proche, voilà, croisée. Parce que pourquoi? Je vous ai dit, surtout le poulet avec les salmonelles. Parce qu'il existe dans les boyaux. Donc, quand on enlève les boyaux, il faut bien laver à l'intérieur du poulet. Donc, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des rôtisseries. Donc, quand ils mettent le poulet au-dessus, au-dessus, donc ça va couler sur les autres poulets et ça va contaminer, bien sûr. Et bien, ça rentre dans le cadre de la contamination de proche en proche. Contamination croisée. Il faudrait, parce que si une salmonelle, en été en plus, quand ça va, vous imaginez un poulet, le laisser, je ne sais pas dans quelles conditions, pas dans le froid. Il faudrait qu'il soit conservé entre 0 et 4 degrés déjà. Le poulet, et bien le laver et le mettre à cuire. À cuire tout de suite, oui. Voilà, comme vous avez dit, le mettre au-dessus, bon, ça va contaminer ceux qui sont cuits. Donc, quand on va acheter, il faut faire attention à ce genre de choses. Si vous allez dans une rôtisserie, si vous voyez que les poulets crus sont en haut et les poulets cuits sont en bas, n'achetez surtout pas parce que les poulets crus vont contaminer forcément ceux qui sont cuits, qui vont être servis alors qu'ils sont contaminés par des salmonelles. Voilà, s'ils sont contaminés. C'est un risque quand même. Il vaut mieux éviter. Oui, voilà, exactement. Alors, soyez vigilants. Bien sûr, il faut toujours l'être, toujours vérifier. Quand on rentre au restaurant ou quand on va acheter un sandwich, il faut toujours voir l'aspect du magasin aussi. Si ça a l'air propre, on voit aussi la tenue du... c'est ce qu'on fait tous les jours. On va manger dans une gargote, comme on dit chez nous. Et on voit bien que l'hygiène, il y a de l'insalubrité à tout bout de champ, tout le temps. Et comme ça, mais malgré tout, on n'est pas vigilant et on mange quand même. Et après, on se farcit une bonne gastroentérite. Donc, un dernier conseil pour les téléspectateurs par rapport à l'intoxication alimentaire? L'intoxication alimentaire, il faudrait, comme on a dit, donc on va un peu récapituler un peu ce que nous avons dit. Donc, se laver bien les mains, éviter ses mains, les ustensiles de cuisine et les fruits et légumes, ne pas couper par exemple avec le même couteau de la viande et des légumes par exemple, si on prépare une salade et on prépare de la viande, on commence pas par la viande et ensuite la salade avec les mêmes ustensiles qui sont souillés. Il ne faut pas. Voilà. Et
c'est tout. Voilà, hein. ce genre de choses, bien se laver les mains, laver son plan de travail, ses fruits et légumes, Voilà. laver les ustensiles qui sont déjà souillés par la salmonelle, par exemple, qui se trouvent dans le poulet ou autre chose. Ce genre de conseils, surtout se laver les mains. Je pense qu'avec l'arrivée de la pandémie, le fait qu'on se lave encore plus les mains a fait diminuer aussi le nombre d'intoxications, non? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que bon, c'est vrai qu'on aurait tendance à penser ça, mais ça m'étonnerait parce que vous imaginez, bon, vous êtes à la maison, vous avez vos habitudes, si vous n'avez pas l'habitude de vous laver les mains, même s'il y a la pandémie, vous lavez une fois, deux fois demain, après vous revenez à votre les habitudes dans la vie dure, vos habitudes, voilà, à vos mauvaises habitudes et bonjour les dégâts. D'accord. Voilà. L'intoxication alimentaire, bon, quand c'est au début, quand c'est léger en général, ça va passer. Mais il faut être vigilant, il faut toujours consulter en médecine générale, voir son médecin. Et boire beaucoup d'eau. Voilà, boire beaucoup d'eau. Très bien. Exactement, boire beaucoup d'eau. Et de l'eau pas impropre à la consommation. Bien sûr, surtout. toujours, vérifiez toujours. Très bien. Voilà. Alors, docteur Fatiha Idé, vous êtes généraliste. Merci pour tous ces conseils. Merci à vous. Et tout de suite, nous passons à l'info de la semaine avec Leïla Djobour. Maintenant à l'info de la semaine avec Leïla Djobour. Leïla, bonsoir. Bonsoir Mounia, bonsoir aux chers téléspectateurs. Ça va? Très bien, et vous? Très bien, merci. Alhamdoulilah. Eh bien écoutez, alors pour l'info de la semaine aujourd'hui, puisque c'est ce que vous vous demandez, j'ai avec moi alors une invitée, comme chaque semaine. Il s'agit de Sarah Daoudi qui est avec nous aujourd'hui. Sarah, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Alhamdoulilah. Bienvenue dans Ma Famille, Ma Vie. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Islemek, on est ravis. Sarah Daoudi, il faut savoir qu'elle est la fondatrice de Ma Bulle Space. Exactement. Donc, qui est à l'origine d'énormément de projets, de concepts et donc de jeunes entreprises. Alors, est-ce que j'ai bien défini un peu votre rôle? Tout à fait. Donc, la Bulle Space, c'est une structure d'hébergement et d'accompagnement de jeunes entrepreneurs. Donc en fait, on les accompagne, on les aide dans la création de leur entreprise, on les héberge aussi, donc en leur fournissant des bureaux à petit prix et en essayant de les encadrer au mieux pour lancer leur projet dans les meilleures conditions. Alors quand on parle d'encadrement, il faut savoir qu'il s'agit des démarches administratives qui sont parfois un peu compliquées, surtout quand on débute dans l'entrepreneuriat. Donc vous les aidez vraiment, c'est un accompagnement. En fait, c'est un accompagnement sur la partie administrative, mais aussi sur la partie business. Donc on a un programme d'accompagnement aussi donc, pour accompagner les personnes sur cette partie-là. Donc est-ce que mon projet est rentable ? Pour éviter qu'ils se lancent un petit peu à l'aveuglette comme ça et risquer de perdre éventuellement leurs économies. Donc en fait, on les accompagne non seulement sur la partie administrative, mais aussi sur la partie business, donc le projet, on l'étudie avec eux, on voit tous les aspects, les éventuels problèmes qui pourraient subvenir au milieu du projet pour éviter et maximiser les chances de réussite. Oui. Alors, il faut savoir qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat social. Oui. Est-ce que c'est ce que vous faites? On ne fait pas que de l'entrepreneuriat social. Nous, à la Bulle Space, on est persuadés qu'aujourd'hui, toutes les entreprises doivent avoir un aspect social. Oui. Donc, on touche à ça dans notre quotidien. On essaye d'inculquer ça aux entreprises dans leur quotidien. Donc, l'aspect social, il est présent déjà dans notre vie quotidienne à la Bulle Space, mais aussi on essaye d'inculquer ça à toutes les entreprises qui sont présentes chez nous. Donc nous, on n'est pas spécialisé dans l'entrepreneuriat social, mais on inculque ces valeurs au quotidien. Au quotidien, avec énormément de projets. D'ailleurs, récemment, il y a eu une application, donc vous avez aidé, contribué. Exactement. À ce qu'elle voit le jour. Une application qui concerne la famille. Voilà, il faut savoir que... Alors oui, c'est un peu spécial, en particulier en cette période de Covid. Donc c'est Kharoufi. C'est une plateforme de vente en ligne de moutons de l'Aïd, où est-ce qu'on va éviter aux gens, avec le Covid justement, d'aller sur les marchés des moutons et risquer éventuellement de se faire contaminer. Mais aussi la possibilité de le recevoir à domicile, donc égorgé, nettoyé, coupé, pour éventuellement les personnes qui peut-être n'ont pas d'espace à la maison pour sacrifier un mouton. Donc ils ont peut-être pas l'espace, peut-être pas les personnes pour le faire, pour les aider. La main-d'œuvre, parce que c'est une
sacrée organisation. Exactement. Du coup, cette application leur permet de faire ce sacrifice-là et de recevoir tous leurs moutons découpés, prêts à être distribués et consommés directement à la maison. C'est vrai que là, on parlait de fêtes, de sacrifices. Quand on est un jeune couple et qu'on souhaite justement fêter l'Aïd, souvent, on ne sait pas. On ne sait pas comment choisir, comment. C'est vrai que ça aide, ça facilite honnêtement ce type d'application. Et c'est à la portée de tous parce qu'on a tous un smartphone, on peut quand même la télécharger. Et c'est vrai que vous avez énormément de projets, vous aidez les jeunes entrepreneurs. Donc jusqu'à maintenant, vous avez combien de jeunes entreprises Alors on a accompagné. Au sein de la Là, ça va faire bientôt 3 ans. Donc, on est à 2 ans et demi d'existence. On a accompagné près de 75 entreprises et 2500 jeunes entrepreneurs. Donc, avant le Covid, on faisait justement des formations gratuites, des conférences, où est-ce qu'on essayait de répondre à un maximum de questions, d'interrogations de jeunes entrepreneurs. Et en plus des personnes qui sont domiciliées chez nous et qu'on accompagne au quotidien. Donc en gros, sur 2 ans et demi, c'est ça les chiffres. Oui. On a vu énormément d'artisanes créer des plateformes. Alors, est-ce que vous les accompagnez également ? Tout à fait. Donc pour nous, comme on parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat social, il y a aussi cet aspect accompagnement de l'artisan. Pour nous, toute personne qui se lance dans une activité commerciale est entrepreneur. Qu'il soit artisan, parce que même l'artisan doit rentabiliser son travail, doit valoriser son travail. Et ça se fait justement, ça s'apprend. Vous avez beaucoup d'artisans qui malheureusement se découragent en milieu de chemin parce qu'ils ne rentabilisent pas leur investissement. Et le but, c'est justement ça, c'est de montrer que toute personne qui souhaite se lancer à son compte est un entrepreneur et on lui donne les clés pour être un bon entrepreneur. Donc il y a les artisanes dans les différents domaines comme le savon, comme les produits artisanaux de cuir par exemple. Donc vous avez énormément de types, vous avez les jus artisanaux, vous avez vraiment tout type de produits. Oui. Alors est-ce que vous avez des projets pour la fin de l'année? Est-ce que vous avez... Tout à fait. Donc on va essayer de revenir doucement à la vie normale. En reprenant les formations en hybride, donc en visio et en présentiel pour garantir les distanciations. On a un programme d'accompagnement qui va entamer sa 3e édition. Donc c'est un programme de 2 mois qui s'appelle Start Biz, où est-ce qu'on accompagne pendant 2 mois toute personne qui souhaite lancer son business. On a aussi les conférences qu'on va reprendre en visio, on espère. En espérant que ce Covid-là va nous quitter bientôt pour retrouver la chaleur de nos... On sait qu'il y a énormément de ménagères qui souhaitent peut-être à la retraite ou même qui souhaitent se lancer dans des activités. Et c'est vrai que vous accompagnez toutes les tranches d'âge. Il faut savoir Tout à fait. Quand on dit jeune entreprise, ce n'est pas jeune par l'âge. C'est l'âge de l'entreprise. Donc, c'est vraiment les personnes qui souhaitent lancer une entreprise récente. Donc, elle peut être aussi en activité. Parfois, il y a des personnes qui se lancent un petit peu hâtivement et rencontrent des problèmes. Donc, on est aussi là pour les accompagner, pour rectifier ces erreurs-là. C'est ça l'aventure entrepreneuriale. C'est des hauts et des bas. Voilà, il faut s'attendre toujours. C'est des risques à prendre aussi. Donc, c'est comme ça. Moi, je conseille aux personnes qui nous regardent et qui souhaitent se lancer. On a aussi un podcast, on a aussi des capsules vidéo qui s'appellent Bulldozer. Ce sont des témoignages de jeunes entrepreneurs à qui on pose des questions comme l'impact ou le regard de la famille sur cette décision de se lancer dans l'entrepreneuriat qui souvent est un peu effrayante. Et on se pose tous ces questions secrètement avant de se lancer. On a un petit peu peur de les poser. Et le but, c'est justement que tout le monde trouve ces réponses-là et se dise qu'il n'est pas seul dans cette aventure et qu'il trouve des réponses à ces questions. Et il n'est jamais trop tard donc, pour se lancer, quelle que soit l'activité, parce qu'il faut savoir qu'il y a des besoins, bien sûr, comme certaines applications qui répondent à des besoins de tout le monde, de tous les jours. Donc voilà pour cette info de la semaine. Merci beaucoup Sarah Daoudi d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de cet espace de coworking, Ma Bulle Space. Très bien. Merci Leïla.
Merci à vous, Mounia. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je tenais quand même à remercier 2 personnes sans qui l'émission ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, Fatiha Ben Saad, notre rédactrice en chef, et Zakia Hadjamar, notre chef d'unité. Merci à vous. Mel, la réalisatrice, Nserine aussi, notre script, et puis toute l'équipe des studios. Merci à vous de nous avoir accompagnés pendant toute cette année. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.